Zomernacht. Dag. Fera un petit peu moins chaud. Cette nuit, la perturbation va continuer sa lente progression à l'intérieur des terres. Les précipitations concerneront donc principalement l'ouest et le centre du pays. Il s'agira d'averses parfois abondantes ou d'orages localement violents. À l'avant, il y aura encore quelques belles périodes étoilées. La nuit sera douce avec des minima qui varieront entre 14 et 20 degrés. Demain, le temps restera perturbé avec beaucoup de nuages, des averses localement abondantes, principalement en Flandre et en Hainaut. L'est du pays, en tout cas l'extrême est, devrait passer pratiquement une bonne partie de la journée au sec. Il y aura également localement des orages. Côté température, un petit peu de fraîcheur avec des maxima qui varieront entre 20 et 27 degrés. Voilà, c'est déjà tout pour ce bulletin météo. Passez un bon début de soirée, je vous retrouve un peu plus tard. Pluie ou soleil? Pile collectée, nature respectée. Nouveau crème crisp d'Haagen-Dazs. Deux gaufrettes délicieusement croustillantes. Une onctueuse crème glacée enrobée d'une délicate couche de caramel craquant. Crisp. Crème crisp. Après avoir traversé 26 pays et 34 villes, la flamme olympique n'attend plus que la grande cérémonie d'ouverture pour à nouveau briller de mille feux. Amateurs de sport et amateurs de spectacles grandioses, la 2 vous propose de vivre cet événement en direct du Stade olympique d'Athènes. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, c'est ce vendredi à 20h sur la 2. Bonsoir, nous sommes déjà dans la dernière ligne droite, dans la dernière semaine avant les Jeux Olympiques d'Athènes qui débutent ce vendredi. Les Jeux Olympiques, cette vieille antiquité bien conservée, et même un petit peu plus d'ailleurs, modernisée, médiatisée. Les Jeux n'ont cessé d'évoluer pendant plus d'un siècle d'exploits sportifs. Alors cette semaine, en guise d'échauffement, nous, on va vous proposer tous les jours de vivre ou de revivre certaines de ces Olympiades les plus marquantes. À commencer par Londres, 1948, ce sont évidemment les Jeux de la reconstruction après la guerre. Et ce sont des jeux bien relayés par la télé. Côté belge, on se souviendra surtout de l'exploit de Gaston Reiff qui souffle l'or à Émile Zatopek en personne sur le 5000 mètres. Côté belge aussi, la terrible défaillance d'Étienne Gailly pour qui le marathon sera malheureusement 400 mètres seulement, trop long. Alors en route pour Wembley, les images ont un petit peu vieilli, mais l'émotion, elle, reste intacte. 1940, le monde bascule dans le conflit le plus meurtrier de son histoire. En 5 années de guerre, d'Europe en Asie, d'Afrique en Amérique, sans oublier l'Australie, la Seconde Guerre mondiale aura coûté la vie à près de 38 millions d'êtres humains. L'espoir pour le monde libre vient de l'Atlantique, où le débarquement allié libère peu à peu les pays occupés. Quatre ans plus tard, les Jeux qui n'avaient plus été célébrés depuis 12 ans et Berlin en 1936 revoient le jour en Angleterre. Quelle revanche! L'idéal olympique ne pouvait pas mieux renaître que dans un pays et une ville, Londres, symbole de l'espoir et de la résistance dans les années les plus sombres du conflit. Nous avons été choisis à la dernière minute par le Comité international olympique parce que, vous savez, les Jeux devaient avoir lieu à Helsinki notamment, mais la guerre l'a empêché. Donc la situation était urgente et les volontaires britanniques ont dit « Nous les organiserons si vous êtes d'accord ». Et le comité olympique a en fait été très heureux que la Grande-Bretagne vienne à la rescousse. Nous n'avions pas été occupés, nous avions cette chance. Voilà pourquoi nous l'avons fait. Pour ce rendez-vous olympique du renouveau, première grande manifestation mondiale depuis la fin de la guerre, les Américains traversent une nouvelle fois l'Atlantique, mais pour des conquêtes plus pacifiques. Si la traversée est longue, à bord d'America, le pont du bateau se transforme quotidiennement en terrain d'entraînement. L'Angleterre est une terre promise aux nouveaux exploits sportifs, pourtant les Britanniques ont bien du courage.
3 ans après la fin de la guerre, l'austérité domine toujours. C'est un pays en ruine qui accueille les Jeux. Il n'y avait pas officiellement de village olympique. Ils étaient tous logés dans différentes écoles et dans de nombreux baraquements de la Royal Air Force et de l'armée. Il y avait que ça. On n'avait pas eu assez de temps pour construire un village. Quelques athlètes, et des Français notamment, étaient logés à l'hôtel, mais la plupart dormaient dans ces écoles. C'était pas terrible, c'est vrai. Mais nous n'avions aucune possibilité de construire. À cette époque, il n'y avait même pas assez de maisons pour reloger les Anglais. Alors, pensez à la construction d'un village olympique, vous imaginez ? En 1948, de nombreux Anglais protestent contre la tenue des Jeux, estimant qu'il y avait d'autres priorités. Même les athlètes britanniques présents aux Jeux participent à la reconstruction du pays. La chose la plus importante, c'était d'être ici, de participer. Il n'y avait pas d'argent, alors vous deviez acheter vous-même votre propre uniforme. La veille de mes compétitions d'escrime, j'étais de garde à l'hôpital. Je quittais mon poste le soir pour rejoindre le village et je disputais mon épreuve le lendemain. Aussitôt terminé, je retournais à l'hôpital pour une action, disons, plus sociale. Les athlètes de l'époque pouvaient supporter ces difficultés. Les casernes, ils connaissaient. D'ailleurs, pour la plupart, ils étaient des survivants. Tous, ou presque, avaient connu les champs de bataille. Alors, 2 heures de transport pour faire 10 km à cause d'un pont détruit et pas encore réparé, l'essentiel était ailleurs. Je pense qu'il était important pour l'ensemble de la nation de retrouver une vie normale. Vous savez, le sport, pendant 4 ou 5 ans, on n'a pas eu le temps d'en faire. On était juste heureux d'être encore vivants le jour suivant. Et le stade de Wembley accueille le premier rendez-vous olympique de l'après-guerre. Sous le soleil anglais, 100 000 spectateurs applaudissent au rétablissement du rituel olympique et au défilé des nations. Les Allemands, sans réel gouvernement, ne peuvent être conviés. Les Japonais n'ont pas répondu à l'invitation du CIO. Les Soviétiques, toujours hors du mouvement olympique, sont absents. Malgré tout, 59 nations sont présentes à Londres. C'est le nouveau record olympique. 50 ans après, nombre de ces athlètes ont répondu présent à l'appel du souvenir. À Londres, une nouvelle, le 4x400 masculin. C'est la finale la plus dramatique. Américains et Jamaïcains sont favoris. Arthur Wint, un vétéran de l'armée britannique et coureur jamaïcain, fait sa 8e course en 8 jours. C'est l'épreuve de trop. Un claquage le fout droit en pleine course. Sa musculature n'a pas résisté, comme celle des Italiens dans le même relais. Les rêves d'or s'écroulent. Parce que je savais assez mal lancer le disque, je venais juste de commencer. J'avais été sélectionnée, je crois, avec un jet de 36 mètres au championnat de France. J'étais la 3e, bon. Et j'ai commencé tout de suite à faire 37 mètres, puis 38, puis 39, puis 40. Au 5e jet, je n'ai pas fait mieux, mais aussi... Encore grippé. Ils m'ont fait monter trop tôt, ils m'ont fait redescendre, et puis pendant que je redescendais, la Marseillaise était là. Il a fallu que je remonte à toute vitesse. C'est parce que j'étais pas rodée. Alors bon, après ça s'est mieux passé, mais pour moi c'était un peu... J'étais à contre-temps. Pour une musicienne, ça m'aide. Tout le monde note alors l'étonnant paradoxe de cette championne olympique du disque, concertiste de renommée internationale hors des stades et qui découvre d'ordinaire le monde derrière son piano. Mais à Londres, Micheline Ostermayer n'en a pas fini avec la gloire olympique. C'est en spécialiste mondialement reconnue cette fois qu'elle décroche, au poids de ces Jeux, est une Hollandaise. C'était la combattante née, en plus de ses dons prestigieux, mais il fallait qu'elle gagne, il fallait qu'elle passe devant tout le monde. Elle avait une puissance extraordinaire et puis une volonté de faire. Yes, I think you have been missing something because the games after Berlin they were not there. Oui, c'est vrai. Mais vous oubliez qu'il n'y a pas eu de jeu après Berlin. C'était la guerre. Puis j'ai eu 2 enfants. Je me suis dit, c'est pour moi la dernière occasion de courir. Mon fils était né en 41 et je pensais, et c'est encore, je voulais encore me battre. Mais à cause de la guerre, nous n'avions pas eu beaucoup à manger pendant 2 ans.
Le sport n'avait plus autant d'importance. Après la naissance de ma fille en 1946, je me suis de nouveau dit, c'est ma dernière chance de pouvoir le faire. Et mon mari était mon entraîneur personnel et entraînait les autres filles. J'ai demandé au docteur, est-ce qu'il est possible que je cours encore ? Et il m'a répondu, allez-y, mais doucement. Et après 2 mois, je courais vraiment très bien. Donc je voulais prendre part aux Jeux Olympiques. Ne serait-ce que pour une bonne et simple raison. Je voulais montrer, et notamment aux Hollandais, que j'étais capable de le faire. Qualifié, un juge a vu Ewell passer le témoin hors limite à White. Les États-Unis déposent une réclamation et obtiennent gain de cause grâce au film officiel. Les images prouvent que White était bien en possession du témoin avant la limite. 48 heures après la finale, les Américains récupèrent l'or. La déroute des favoris, elle a lieu à la hauteur. Les Américains présentent 3 athlètes de classe mondiale, Stanish, McGrew et Edelman, adeptes du rouleau ventral. Problème ce jour-là, la piste est détrempée sur les côtés, avec un ciseau avec retournement à l'intérieur, vieux de 40 ans. L'Australien Winter s'impose, l'élan se prend de face, là, la piste était sèche. Le 50 km marche la plus pénible des épreuves avec le marathon, le Suisse Gaston Godel était sûr ce jour-là de réaliser un exploit. Et voici triomphant, saluant la foule. Il apprend alors qu'il a encore un tour à faire. Pire, un autre coureur était devant, il ne l'a pas vu. Godel, argent, est déçu. 1948 marque l'arrivée chez les hommes d'un des plus grands champions de l'olympisme moderne. Ses adversaires font sa connaissance lors du 10 000 mètres. La course s'est déroulée, j'ai fait ma course, j'ai copié sur personne. Les types tombaient un par un, abandonnés, les favoris, tout ça. Il y avait comme un locomotive qui s'appelait Zatopek qui continuait à avaler les kilomètres un à un. Le Tchèque Emil Zatopek commence son histoire olympique en fanfare. Dans cette course, personne ne lui résiste, pas même le Français Abdallah Ben Saïd, que le Tchèque encourage. Zatopek double et redouble ses adversaires et s'impose dans un dernier sprint époustouflant. Il prend date pour l'avenir et 3 autres médailles d'or dans sa carrière olympique. La deuxième, cette médaille d'argent est une revanche sur la vie et la guerre comme soldat. Le podium se trouvait là-bas et à un moment donné, on nous a appelés pour monter sur ce podium. Et il y avait Mathias qui était devant, j'étais derrière. Et là, vraiment, j'avais une espèce de frisson, donc qui se passait avant de monter. Et quand je suis monté sur ce podium, j'ai eu froid dans le dos. J'ai eu froid dans le dos parce que d'un seul coup, il s'est passé une chose extraordinaire. Donc, c'est-à-dire, tout mon passé, tout ce que j'avais vécu, tout ce que j'avais souffert en même temps, est sorti de moi-même. C'était absolument terrible. Et là, je ne pense pas qu'on puisse exprimer par des paroles tout ce qui s'est passé à l'intérieur de soi-même. Vous voyez, en ce qui me concerne personnellement. Parce que là, il y a eu un espèce de choc, si vous voulez. Parce que j'avais terriblement souffert pendant la guerre. Et cette souffrance de ce que j'ai vu à ce moment-là, c'était extraordinaire. J'avais fait quelque chose, donc pour prouver que cette espèce de lutte que j'ai dû vaincre, vous voyez, dans ma vie, je ne peux presque pas l'exprimer, parce que de pouvoir me sortir de là où je suis sorti, de pouvoir d'un seul coup vivre cette espèce de bien-être, cette espèce de grandeur, c'était extraordinaire. Ces jeux furent donc terribles, à plus d'un titre pour certains. Drôle de retour à la paix après avoir connu l'enfer du front de l'Est et être un miraculé comme Heinrich. Miraculé aussi Richard Gailly. 42 km pour se souvenir des camps de la mort 3 ans plus tôt à Dachau. Un survivant parmi les survivants.
Olympiques, à partir de ce moment-là, on a fait un trait total de cela. Et c'était une explosion de joie, c'est une explosion de retrouvailles, c'est une explosion de voir la vie d'une autre manière. Et je pense que ce contact que nous avons eu d'un seul coup, de voir tous les pays ici rassemblés, pour la première fois, je me rappelle quand on a fait le tour de s'être donné la main, voyez, pour dire enfin nous sommes contents, voyez, d'avoir pu nous exprimer, d'avoir pu mieux nous connaître et d'avoir pu nous rencontrer pour parler un langage commun dans le physique, c'était quelque chose de sensationnel. Vous voyez bien, c'est pour ça que les Jeux, pour tous ceux qui ont vécu ces premiers Jeux, c'était vraiment les retrouvailles. Mais nous, on va plutôt faire un bond dans le temps, car demain, on évoquera les Jeux de Los Angeles 1984, 20 ans déjà. Pourtant, les exploits de Carl Lewis, entre autres, semblent dater d'hier. Mais hier, c'est donc pour demain, même heure, même endroit. Au revoir et bonne soirée à tous. Kandidaat 4.